Bonjour et bienvenue chez Stupide Action. Si vous aussi vous aimez vous griller les neurones devant des films d'action, vous êtes au bon endroit. À l'aide les amis, je n'ai pas parlé de James Bond depuis plus d'une vidéo. C'est la catastrophe, ça ne va pas du tout. Il va falloir rectifier ça vite fait. Mais d'abord, un petit message pour vous remercier. À l'heure où j'écris cette vidéo, vous êtes presque 1000 à suivre la chaîne. Ça n'est rien pour vous, mais pour moi ça veut dire beaucoup. Je suis ravie de pouvoir partager ma passion avec autant de gens, donc un grand merci pour votre soutien. On va bientôt pouvoir monter une organisation de contre-espionnage ultra secrète, j'ai trop hâte. Mais assez causé comme ça, allez, intro James Bond, blabla, saga légendaire, toujours pas de nouvelles du prochain film, fan déprimé, 3ème guerre mondiale Craig contre Brosnan, on n'a pas le temps, on enchaîne. C'est l'heure de causer méchant, les bad guys mégalos, les masterminds assoiffés de sang et autres tueurs à l'hémoglobine froide, on y va. Bon, pour éviter les embrouilles en commentaire, on va définir une règle très simple. Ici, je ne liste que les méchants principaux des films, pas d'hommes ni de femmes de main. Pardon Ti, ce sera pour une prochaine fois. Et du coup, en avant les embrouilles pour savoir si Renard compte comme un homme de main. Joker. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire que j'ai mauvais goût dans les commentaires et à me donner vos listes. Spoiler partout, ça va sans dire, mais Piranha, vous êtes prévenus, et avec ceci, c'est parti pour la villain party. Salsa du démon. Ne vous plaignez pas, c'était soit ça, soit Billie Eilish. On commence avec quelques mentions déshonorables, parce qu'il y avait beaucoup trop de vilains cool et que je n'ai pas pu résister à l'envie d'en rajouter quelques-uns. Au pied du podium du meilleur des pires, on trouve Elliot Carver. Ah Elliot, c'est un peu toi qui a inspiré mon envie d'écrire des vidéos. Et mon envie d'éliminer les gens qui barrent ma route. Un peu plus sérieusement, l'idée d'un magnat des médias prêt à tout pour être le premier sur les faits divers, quitte à les créer, était déjà très pertinente en 97 et elle l'est devenue encore plus de nos jours. Ce concept permet à Carver de se différencier tout de suite des autres méchants de 007 et l'interprétation en roue libre de Jonathan Pryce, qui cabotine à 2 mains pour cent, le rendait parfait pour les 90s. S'il n'est pas plus haut sur la liste, c'est parce que le film n'offre pas toujours beaucoup à faire à Elliot Carver, qui vire d'ailleurs un peu à l'auto-parodie vers la fin. Cringe. Et ensuite, nous avons d'un Z qui veut dire Zorin, Max Zorin, parce que parfois, tout ce qu'on veut voir, c'est un psychopathe assoiffé de sang qui s'en donne à cœur joie pour conquérir le monde. Tout ce qu'on veut voir à l'écran, hein. Je précise. Christopher Walken, alias Max Zorin, m'a toujours fait penser à une version sous crack du Terminator. Une machine implacable et qui pourtant déraille fréquemment. Le voir rire en resserrant ses effectifs dans la mine me terrifiait quand j'étais gosse, et parvenu à l'âge adulte, c'est le fait qu'il n'ait aucune loyauté et aucun affect qui le rend franchement dérangeant. Bonkers. Comme Carver, Zorin n'a pas peur d'en faire trop, mais ça fonctionne bien avec le ton plus léger des films de Roger Moore. Surtout quand c'est combiné avec la menace muette d'une Grace Jones iconique. Bref, un bon méchant dans un mauvais film, ça fait plaisir. Autre bon numéro, Dr Kananga alias Mr Big dans Vivre et laisser mourir. Dictateur à plein temps et dealer en freelance, même si ses déguisements ne sont pas les plus durs à repérer, il reste un méchant très solide et parfois bien flippant grâce au folklore plutôt cool du film, en plus d'être un bel enfoiré cupide de première. Incarné avec classe par Yaphet Kotto, on sent qu'il peut péter une durite à tout moment et il a une très bonne alchimie avec Moore. Mais une mort un peu too much à mon goût. Et enfin rapidement, parce qu'il va falloir passer au podium avant que tout le monde n'ait quitté la vidéo, Elektra King, Renard ou la personne qui a casté Denise Richards, faites votre choix. Bon, je ne sais toujours pas qui est le méchant principal dans ce foutu film, mais enfin, la dynamique Elektra Renard est plutôt intéressante, surtout quand on se rend compte que c'est elle qui mène la danse. Bon, après la disparition de Sophie Marceau, ça sent un peu la fin, mais je salue quand même l'idée d'un duo de méchants et d'une grande méchante, on n'a pas vraiment dans la saga. Et sans plus attendre, mesdames et messieurs, passons aux choses sérieuses. Numéro 7, Franz Sanchez, dans Permis de tuer. Qui dit années 80 dit Madonna, fluo et maximalisme, mais aussi des films de James Bond très variables en qualité, et des méchants tout aussi variables en qualité. Dans le haut du paquet, on trouve un baron de la drogue, Franz Sanchez. Attention, lui, c'est un bon impur. Ultra violent et très légèrement susceptible, Sanchez est prêt à tout pour garantir la loyauté de ses sous-fifres, quitte à montrer les dents et à faire monter la pression. Incarné par Robert Davi, qui en un an est passé d'agent du FBI à criminel international, sacrée progression de carrière, il sait aussi se montrer magnanime et arrive même à faire semblant d'être sympathique. Mais on sent bien que ce n'est que de la poudreuse aux yeux et qu'au moindre dérapage, on risque de finir en pièces détachées. Davi voulait jouer Bond, mais son rôle de méchant lui va comme un gant. Sanchez a toujours été un de mes bad guys préférés, simplement parce que je l'imagine totalement en train d'exister en dehors du film. Et ça cadre parfaitement avec le ton un peu plus sombre des Bonds de Timothy Dalton. Permis de tuer n'hésite
n'hésite pas à nous montrer toute l'étendue de la violence de Franz Sanchez et sa perversité, que ce soit avec sa petite amie ou avec ses ennemis, et rajouter à ça une paranoïa qui peut le faire vriller vraiment à tout instant, et un carnet de chèques lui permettant de corrompre les plus gros bonnets, vous obtenez un baron de la drogue plus vrai que vrai, et il tranche avec les gentils fous dingos au plan de contrôle mondial auquel la saga nous avait habitués. Numéro 6, Francisco Scaramanga dans L'Homme au pistolet d'or. Il y a les méchants qu'on aime dans les films qu'on aime, et les Pokémon rares, les méchants qu'on aime dans les films qu'on n'aime pas. Avant Max Zorin, Scaramanga était déjà de cela. L'Homme au pistolet d'or transpire vraiment trop la folie des 70s à mon goût. Dans cette histoire, on suit Bond qui suit un assassin qui tire à balles dorées, à défaut des boulets rouges, et cet assassin c'est Francisco Scaramanga, alias Christopher Lee, un grand acteur et le cousin de Ian Fleming. Mais pas dans le film, faut suivre. Non, dans le film, Scaramanga est un méchant sophistiqué et noyé dans son ego, persuadé de sa supériorité au point de ne même pas craindre James Bond. Sa petite île privée et son train fantôme maison le rendaient déjà assez amusant, mais j'aime surtout l'idée d'un duel classique entre 007 et un tueur de son niveau. Quand on y pense, c'est le cas de très peu d'anciens méchants qui sont plus souvent des masterminds que des hommes d'action. Bref, Scaramanga sauve ce qui est un naufrage kitsch avec une présence incroyable et un pistolet à la hauteur. Et ça casse 3 balles à un espion. Numéro 5, le chiffre Mads Mikkelsen dans Casino Royale. Il pleure du sang. Qu'est-ce que vous voulez que je rajoute? Petit aparté, mais la carrière de Mads Mikkelsen ne rend vraiment pas justice à cet acteur qui sait être versatile. Ici, il est froid comme Rosamund Pike, mais dans un bien meilleur film, et incarne un financier qui investit dans des activités légèrement illégales. Le chiffre est plutôt simple comme personnage, on sait qu'il est un génie des maths, qu'il est probablement albanais, ce qui lui fait un point commun avec Dua Lipa, vous faites ce que vous voulez de l'info, et qu'il a des préférences très personnelles en matière de torture. Comme je l'avais déjà mentionné dans une précédente vidéo, le personnage est basique et pourtant diablement efficace. On comprend son objectif, récupérer l'argent s'il ne veut pas finir dans une valise, et on comprend l'urgence à laquelle il fait face, puisque les terroristes sont rarement des gens patients. Donc son manque absolu de scrupules le pousse toujours plus loin au cours de Casino Royale pour notre plus grand plaisir. C'est aussi un méchant très intelligent et pas d'une façon ridicule, vous savez, comme ces personnages qui sont un génie d'après le scénario mais qui ne nous montrent jamais rien. Non, ici on le voit se servir des probabilités comme des faiblesses de son adversaire. Et comme il craint pour sa vie pendant tout le film, on peut croire pendant une toute petite seconde qu'il peut s'humaniser. Mais n'en demandez pas trop non plus. Parfois les choses simples sont les meilleures. On dirait une pub. Numéro 4, Raúl Silva dans Skyfall. Parce que parfois, au contraire, trop, c'est pas assez. Dès le départ, l'idée d'un méchant qui ne s'en prend pas spécialement à James Bond mais à M fonctionne très bien, parce qu'elle rend plus vivant l'univers entier qui ne tourne pas qu'autour de 007. Certes, ça avait déjà été fait. Mais ici, tout le film se concentre sur le parcours de M et Raúl Silva, qui offre un écho dramatique à celui de James. Et vive les méchants qui ont partiellement raison. Les réflexions de Silva sur la capacité du MI6 à transformer ses agents en steak haché sans broncher sont pertinentes. Et ça rend tout de suite son personnage intéressant. Et puis, il y a la folie de Javier Bardem. En discutant avec d'autres bondolâtres, j'en ai conclu que le personnage de Raúl Silva est très clivant. Certains adorent sa contribution totalement too much, qui passe du comique au menaçant en quelques phrases, mais d'autres trouvent qu'il cabotine franchement. Pour moi, il apporte une touche déjantée bienvenue dans un univers Craig de plus en plus sombre et réaliste, entre guillemets, tout en restant dans la droite ligne des anciens masterminds avec une base secrète et des hommes de main patibulaires. Touche déjantée qu'on ne reverra plus assez après Skyfall d'ailleurs. Et je suis probablement la seule tarée à avoir suffisamment vu le film pour le remarquer, mais M explique à Bond que le vrai nom de Raúl Silva est Thiago Rodriguez pendant qu'ils sont au MI6. Silva, Thiago, ça vous dit rien? Merde, il a raté sa vocation. Numéro 3, Auric Goldfinger dans le film éponyme. Midas. Et non, il ne change pas les pneus, sinon il roulerait sur l'or. Plus sérieusement, Goldfinger est un peu l'homme qui a marché pour que les méchants suivants puissent rouler. Avec son accent allemand qui sent bon les années 60, ses méthodes de management très efficaces et son étrange addiction, il a tout pour plaire aux fans de la saga. J'aime voir que le film a joué le jeu à fond et poussé son obsession pour l'or jusqu'au bout. Et puis bien sûr, Auric est un méchant intelligent qui sait garder Bond sous le coude quand il a besoin de lui. Il manque même de le tuer dans une des scènes les plus mythiques de la saga. Sérieusement, si je vous dis laser, vous pensez, bon, à Star Wars, mais aussi à cet extrait, tout simple et pourtant tellement tendu. Goldfinger est un méchant impeccable du début à la fin, de sa vilaine triche aux cartes à son plan de meurtre de masse pour devenir riche comme Crésus, on mesure toute l'étendue de sa bassesse. Je ne vais pas m'étendre plus à son sujet parce que j'en ai déjà beaucoup parlé, mais si ça vous intéresse, je vous renvoie vers mon analyse de Goldfinger le film. Numéro 2, Ernst Stavro Blofeld, premier du nom.
En matière de Blofeld, la saga James Bond nous a offert le bon, la chute et le néant. Et dans tout ça, je préfère le méchant. Le OG des super vilains, Blofeld version Donald Pleasence. C'est l'antagoniste des antagonistes, maintes fois parodié mais jamais égalé, un smooth criminal au crâne lisse et à l'œil peu vif qui arrive à nous faire comprendre dès les premières secondes qu'il est l'ennemi numéro 1 de Bond. Et ça fonctionne en grande partie grâce à l'incroyable charisme de Donald Pleasence qui a d'ailleurs lui-même suggéré la cicatrice oculaire du méchant. Badass. Après tant de films à évoquer sa présence en cachant son visage, sa révélation dans On ne vit que deux fois devait obligatoirement frapper un grand coup. Et c'est réussi. Les yeux vides de Blofeld et son ton posé nous prouvent qu'on a affaire à un cerveau criminel qui est constamment dans le contrôle et prêt à tout pour parvenir à ses fins. Trop classique? Non, parce que c'est lui qui a créé le moule de tous ses clones, dans la franchise et dans bien d'autres. Les interprétations de Telly Savalas et Charles Gray n'atteindront jamais le même niveau de menace, même si j'avoue que Blofeld dans Bobsleigh est à jamais gravé dans ma rétine. Et vous ne pourrez pas me forcer à parler de la version vide de Christophe Waltz, je suis résistante à la torture. Malgré un héritage en demi-teinte, donc, la naissance d'un géant du mal et de son chat se doit d'être saluée comme il se doit. Numéro 1, et le gagnant est... Gustav Graves dans Meurt un autre jeu. Non, je déconne. Mais vous allez quand même pouvoir râler, parce que oui, je préfère Alec Trevelyan à Blofeld. You win! Là, on est face au Némésis ultime. Comme je l'avais déjà dit dans une très vieille vidéo, l'idée d'un faux jumeau de Bond est toute simple mais parfaitement efficace. L'ex-006 est vraiment le miroir déformant de James. Même enfance tragique, même sauvetage par le MI6 et même personnalité autocentrée, il met en avant tous les défauts de Bond, y compris ses penchants de prédateur, ce qui est assez couillu quand même. Et ainsi, Alec renvoie James à ses propres insécurités et à ses choix. Parce que ce qu'Alec dénonce chez James, il l'incarne lui aussi. Dans le fond, lui aussi n'est qu'un gamin immature et frustré, et il pense que la richesse lui permettra de reprendre ce qu'il a perdu il y a bien longtemps, le contrôle. Alec Trevelyan est incarné par Sean Bean, et ça suffisait déjà à faire notre bonheur, surtout que l'acteur arrive à merveille à embrasser les différentes facettes de 006. De son amitié franchement sympa avec Bond à son sadisme décomplexé. Le personnage avait tout d'abord été envisagé comme le mentor plus âgé de Bond, et Anthony Hopkins et Alan Rickman avaient apparemment été considérés pour le rôle. Mais l'idée de faire d'Alec son ancien meilleur ami est bien meilleure, pour une raison presque méta. Après 6 ans d'hiatus, GoldenEye devait marquer une renaissance pour la saga, et il devenait urgent de s'adapter aux années 90. L'idée de mettre Bond face à une ancienne version de lui-même, littéralement, était donc particulièrement pertinente dans le contexte. D'ailleurs, il faudra que je vous parle plus en détail de GoldenEye, un de ces quatre. Véritable jumeau maléfique, Alec est capable de taper là où ça fait mal, rien que pour son monologue de fin où il dézingue la carrière, les amours et le futur de Bond, et qui se vérifie de façon plutôt drôle avec l'air Craig d'ailleurs. Trevelyan mérite sa place de numéro 1. Perfect. Notons qu'il offre lui aussi une parfaite jonction entre les masterminds calmes à l'ancienne avec leur plan de contrôle mondial et leur base secrète ultra moderne, et des bad guys plus violents et prêts à salir les mains qui viendront ensuite. À ajouter à ça qu'il est quasi absent de la première moitié du film, mais arrive quand même à tirer toutes les facettes et à manipuler Bond, qu'il a probablement la meilleure dream team des méchants de toute la saga, la vraie Team Rocket de 007, et qu'il n'arrive pas à supporter Boris. Idiot. Vous obtenez l'antagoniste parfait pour James. Il sait même se battre contre ce dernier, et si on devine plutôt facilement l'issue de leur combat, l'affrontement final arrive quand même à faire monter la tension. Alec est LE traître ultime et le parfait doppelganger, qui nous prouve qu'il faut un 00 pour en abattre un autre. Et c'est tout pour moi, je ne vais pas épiloguer sur ce qui fait un beau méchant de James Bond, j'en ai déjà bien assez dit dans ma vidéo sur Safin, le parfait contre-exemple. Mais ce que je trouve assez fascinant en revoyant mon classement, c'est à quel point des personnages aux caractéristiques, motivations et interprétations totalement différentes peuvent tous fonctionner dans un film de James Bond. Ça en dit long sur le caractère versatile de la saga, mais aussi sur l'importance des antagonistes dans celle-ci. Je suis à peu près sûre que personne dans les commentaires n'aura le même classement, et je suis assez curieuse de savoir qui vous préférez, ou pas. Surtout depuis que j'ai découvert qu'il existait un comité de soutien à Dominic Green. Alors faites péter les méchants, et si vous avez aimé la vidéo, likez, partagez et abonnez-vous, sinon trinquez des rails dans ton ordi. A très bientôt pour une prochaine vidéo, et jusque là, bon grillage de neurones.